Bonjour à tous. Merci d'être donc avec nous pour cette nouvelle édition des webinaires du CRESEB. Donc cette fois-ci, on va dédier 7 heures à la présentation essentiellement du projet De l'eau pour demain. Donc De l'eau pour demain, c'est un projet qui est porté par les syndicats départementaux d'eau potable de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère et le BRGM, qui est aussi financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Bretagne et le BRGM. Donc, pour présenter ce projet, aujourd'hui, on est en compagnie, je les en remercie, de Joël Rivalan et Alexandre Boisson. Donc, Joël Rivalan, qui est président de la section ouest de l'AST Bretagne-Pays de Loire et qui présentera tous les travaux qui sont réalisés au niveau de l'activité, mieux connaître les consommations d'eau potable du réseau public. À l'issue de cette présentation, il y aura un petit temps d'échange si vous le souhaitez. Et puis après, on enchaînera avec Alexandre Boisson, donc, qui est lui ingénieur, chercheur en hydrogéologie au BRGM à la direction régionale de Bretagne, qui présentera le travail qui est plutôt effectué sur la dynamique des ressources souterraines et sur la représentation des équilibres entre besoins et ressources en eau potable. Donc, on prendra aussi un petit temps donc, à l'issue de cette présentation pour échanger sur l'une ou sur les deux d'ailleurs. Les questions donc, pourront être posées directement en levant la main ou sur le chat, c'est comme vous le souhaitez. Pour rappel aussi, le webinaire est enregistré. Donc, je vous demande de bien vouloir éteindre vos micros. Je vais vous demander aussi de bien vous identifier si vous le voulez bien dans les petites étiquettes afin qu'on sache bien votre nom et votre structure si c'est possible. Voilà. Donc, Alexandre, je te laisse la main et je te laisse commencer cette présentation. D'accord, merci. Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation, donc d'être là pour cette présentation du projet Eau pour demain. Donc en fait, par rapport suite à des sécheresses en 2016-2017, on a vu des difficultés et des tensions sur le réseau d'eau potable dans plusieurs secteurs, avec des dérogations, notamment au niveau des débits d'étiage. Donc il y a eu un constat qu'on avait besoin de mieux connaître l'évolution des consommations en eau potable et la capacité des ressources régionales pour mieux anticiper ces périodes de tension, mieux connaître les consommations et le lien entre la dynamique des ressources et le climat. Donc, face à ce constat, les syndicats départementaux d'eau potable, donc le SAMGEO 35, SDEP 22, Haut du Morbihan, Conseil départemental du Finistère et le BRGM sont associés pour répondre à ces questions, donc avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de la région. Et nous avons décidé de monter ce projet De l'eau pour demain. Il s'articule autour de 4 axes. Le premier, c'est mieux connaître les consommations d'eau potable du réseau public, à la fois pour les usages domestiques, industriels, agricoles ou touristiques. Un deuxième axe, c'est mieux connaître le fonctionnement de nos ressources. Donc, on a travaillé ici à la fois sur les barrages et les ressources souterraines, les aquifères. On a un troisième axe qui vise mieux à représenter les équilibres entre les besoins et les ressources. Et enfin, un dernier qui cherche à retrouver ou à avoir d'autres solutions pour augmenter des ressources alternatives pour optimiser cette gestion. Ça peut aussi bien être de la réutilisation des eaux usées traitées industrielles ou de l'eau pouvant provenir de carrières. Pour cette présentation, aujourd'hui, on va vous présenter l'ensemble du projet. Il y a beaucoup de tâches. On va essayer de faire un focus sur 2 actions. La première, c'est mieux connaître, c'est plus sur l'aspect consommation, comment évoluent les consommations, qu'est-ce qu'on connaît sur ces consommations. Donc, l'Observatoire des consommations d'eau potable qui va vous être présenté par Joël. Et dans un second temps, moi, je vous parlerai plus de la vulnérabilité des ressources souterraines. Donc, Joël, je te laisse prendre la main pour la suite de la présentation. Merci, bonjour à tous. Donc, quelques minutes pour vous parler de cet aspect observatoire des consommations. Alexandre. Alors, le constat, c'est qu'on avait une consommation globale en eau potable qui était stable depuis les années 2000 et qu'on a vu une augmentation depuis 2017. En fait, avant cette période, il y avait à la fois plus d'abonnés mais moins de consommation unitaire. Et donc, ça nous a amené à nous poser ce type de questions. L'objectif, c'était bien sûr de mieux savoir ce qui se passe pour que les élus, les collectivités puissent prendre les bonnes décisions en termes d'investissement, d'action d'économie d'eau et d'optimisation de la ressource. Alors, qu'est-ce qu'on connaît?
On connaît très bien les volumes globaux qui sont mis en distribution sur le réseau, les consommations annuelles et les volumes en jour de pointe. Par contre, on s'est vite aperçu qu'on avait beaucoup de difficultés à bien cerner quel type d'usager. Et quand je parle usager, c'est agricole, industriel, touristique ou domestique. Or, pour adapter les actions, eh bien, il fallait aller plus loin. Donc, on a travaillé sur 2 collectivités tests choisies dans chaque département breton et on a pris le parti d'étudier un historique de 10 ans. La méthode, eh bien, on part toujours de la base abonnée. Donc, c'est là qu'on a les renseignements. On a donc les points de fourniture qui sont en général géolocalisés. On a quelques éléments sur la typologie des usages, mais vous savez, ça date parfois de 10 ou 15 ans quand vous avez déclaré votre branchement. Hein, donc, c'est très peu précis. On a bien sûr les consommations, etc. Donc, la première des étapes a été de corriger et d'organiser les données. Donc, essayer de corriger la typologie des usages, on va y revenir. On ramène la consommation à 365 jours, on gère les périmètres de collectivité. Quel objectif derrière? 3. Le premier, c'est d'avoir une bonne vision descriptive par usage, avoir une bonne idée des tendances et analyser d'éventuels lots un peu atypiques. Deuxième aspect, c'est essayer de corréler ces consommations avec des facteurs externes, qui soient environnementaux ou bien des facteurs sociaux, le revenu, l'âge, etc. Et l'ambition au départ était aussi d'avoir une analyse prospective, expliquer un peu la dynamique pour peut-être l'anticiper. Je reviens sur cet aspect catégorisation des abonnés parce que c'est fondamental. Or, il se trouve que la base abonnée brute, comme je l'ai dit, elle n'est absolument pas adaptée pour ça parce qu'on n'a tout simplement jamais eu le souci de parfaitement renseigner tel branchement correspond à tel type d'abonné. Un artisan a pu déclarer à son nom, les déclarations sont anciennes, donc il faut prendre son parti en disant, ben non, notre base abonnée, elle n'est pas suffisamment bonne pour aller à quelque chose de pertinent et de cohérent. Alors, comment pratiquer? Ben, la méthode la plus basique, qui pourrait d'ailleurs être généralisée facilement, c'est simplement de se dire, on va prendre des limites. En dessous de 200 mètres cubes, on est plutôt dans le domestique, au-dessus de 6000, on est sûrement dans les industriels et il peut y avoir 1 ou 2 classes intermédiaires. Mais pour gagner en précision, il faut plutôt chercher à améliorer la base abonnée. Et pour l'améliorer, on peut utiliser un certain nombre d'éléments externes, comme la base de données Sirène, qui va nous permettre de beaucoup mieux raccrocher les types d'exploitants qui ne sont pas des particuliers. On va pouvoir aussi, en regardant les volumes, corriger certaines aberrations. Un particulier ne doit pas consommer 800 mètres cubes, évidemment. Et puis surtout, il y a un effort à faire qu'on a fait en travaillant avec la SOR. Je ne l'ai pas dit, mais on a travaillé avec la SOR et le DRGM sur cette affaire. Parce que finalement, c'est l'exploitant de terrain qui a beaucoup d'informations, quel type d'élevage, par exemple, etc. Alors, ce travail manuel, on l'a fait, mais évidemment, si on veut généraliser ça, et vous le verrez, c'est quand même l'objectif, on ne pourra pas refaire ça tous les ans. Donc, il va falloir chercher des méthodes d'automatisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ces analyses descriptives? Alors, je ne vous en présente que quelques éléments, hein, mais voilà, par exemple, ça c'est un secteur près de l'UDEAC, le syndicat du Lier, qui est un petit peu atypique. On a choisi d'ailleurs des collectivités très différentes pour justement bien voir les particularités. Vous voyez que ce qui est en vert là sur le graphique de droite, ce sont les industries agroalimentaires. Donc on a là une collectivité où l'industrie agroalimentaire est très majoritaire. Les particuliers en rouge en bas sont d'ailleurs plutôt en diminution et on voit que on est avec des consommations importantes et qui progressent sur l'agroalimentaire. Donc pour la collectivité, ce sont des éléments qui vont être majeurs pour prendre les actions futures, en particulier en termes d'économie d'eau. Ensuite, on peut descendre au niveau de chaque catégorie d'usagers. Je vous ai mis l'exemple là des agricoles, des éleveurs en l'occurrence, sur ce secteur de l'UDEAC. À gauche, la consommation globale, à droite, la consommation unitaire. Alors, on voit qu'il y a des particularités. On voit une baisse après les années 2011-2012, certainement liée à la sécheresse et au fait que des forages privés se sont développés. Et on voit une remontée de ces usages. On va voir comment on peut expliquer. Mais l'objectif, c'est bien de mieux connaître ce qui se passe et pourquoi ça se passe. On a cherché également à identifier les lots à usage et comportements spécifiques. Hein. Donc là, cette courbe, elle est finalement très belle. Il n'y a pas de choses qui en ressortent. Hein. C'est une courbe qui donne en fonction de
de la consommation d'eau le nombre d'abonnés. Donc, on voit que ça se concentre sur une consommation moyenne. Mais si on prend l'exemple de cette même courbe qui a été réalisée dans la région rennaise, on va voir sur les gros consommateurs une pointe qui est liée probablement aux piscines, aux possesseurs de piscines. Alors, voilà un petit peu ces éléments. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'abord, bien sûr, on a vérifié, et ça se retrouve que ce volume mis en distribution dans le réseau, il est stable depuis les années 2000, mais il est reparti à la hausse, environ 10% de plus depuis 2017. D'où ça vient? Pas forcément des abonnés domestiques. Comme je l'ai dit, il y avait une baisse tendancielle des consommations unitaires depuis les années 2000. Plus d'abonnés, mais une consommation qui diminuait pour tout un tas de raisons. Il peut y avoir de la décohabitation, mais il y a aussi le fait qu'on a des matériels plus économes. Ceci étant, ces éléments sont en train de se tasser et on voit que depuis les années 2015, la courbe unitaire des consommations des particuliers est plutôt linéaire, voire repart un peu à la hausse. Ce qui est apparu globalement, c'est que c'est quand même la consommation industrielle qui était en nette hausse, à la fois parce que le contexte économique était favorable et puis parce que les productions agricoles évoluent. Également, en termes de besoins agricoles, on avait une certaine hausse et on verra qu'il est beaucoup plus difficile de cerner les raisons de cette hausse. Et surtout, les résultats sont variables en fonction du contexte local. Ça, c'est un élément très fort. Facteur explicatif. Alors, avec l'appui du BRGM et en utilisant le carroyage INSEE, on a essayé d'associer aux consommateurs quelque part des caractéristiques. Alors, est-ce que la pluviométrie et la température? Oui, ça a un impact. On voit que ça a un impact, mais il faut bien avoir en tête que c'est un impact limité parce que, évidemment, les périodes de sécheresse où on prélève beaucoup plus d'eau, c'est sur quelques semaines ou un mois ou deux maximum. Parce qu'aussi, dans ces périodes-là, il peut y avoir des économies d'eau faites par les particuliers. Donc, il est très difficile de marquer de façon sensible. On le constate, mais ce n'est pas très sensible. Bien sûr, on constate une augmentation de la consommation en fonction de la taille des ménages, de la surface parcellaire. À l'inverse, les ménages propriétaires consomment moins que les locataires, peut-être plus attentifs, et les habitants les plus âgés aussi, ce qui se comprend bien. On n'a pas trouvé de facteurs significatifs liés au prix. Ce n'est pas non plus très étonnant parce que les prix sont relativement homogènes en Bretagne. Et on n'a pas eu jusqu'à présent, ça va changer cette année certainement, de hausse significative. Et on a constaté une baisse de la consommation en lien avec la hausse du niveau de vie. Pourquoi? Peut-être parce que il y a les gens qui ont les plus de moyens ont peut-être des matériels plus économes, et puis à la limite, ceux qui sont en difficulté, c'est peut-être pas leur première priorité de regarder si le robinet d'eau coule un peu trop. Prospective. Alors, à partir de ça, on a cherché à aller plus loin. L'objectif, c'était de mettre en évidence des tendances d'évolution future de la consommation domestique, en l'occurrence, agrégée à l'échelle de chaque collectivité. On a utilisé une base que j'appelle corrigée, donc qui a été là, on a cherché à bien discerner la consommation de chaque type d'abonné en y mettant le temps et les moyens. Oui, Alexandre, merci. Alors, à quoi conduisent à quoi tout ça conduit? On était un petit peu optimiste en fait, parce qu'on s'aperçoit, comme je vous l'ai dit, que les tendances qui apparaissent sont relativement limitées. Donc, la robustesse limitée de ces tendances n'a pas permis d'aller vers des modèles prédictifs qui pourraient s'appliquer à des variations futures plus importantes. Imaginez, on aurait bien aimé avoir une courbe qui nous dise s'il y a 2 degrés de plus dans 30 ans, qu'est-ce qui se passe en termes de consommation? Non, ça ne marche pas, surtout qu'il y a des consommations de rupture qui peuvent apparaître chez les usagers. Donc, la conclusion, c'est comment évoluera à terme la consommation. Pour revenir à des choses assez basiques, il y a l'évolution du nombre d'abonnés, mais il y a aussi les efforts d'économie d'eau qui seront réalisés par chaque catégorie d'abonnés. Quelle suite à tout ça? La première chose qu'on souhaiterait faire, c'est évidemment généraliser ces observatoires de l'eau parce que c'est un outil indispensable qui va au-delà de ce qu'on a déjà comme information, en particulier en traitant bien les différentes catégories et en regardant ce qui se passe dans différentes catégories d'usagers. Et en plus, si on avait ce type d'observatoire un peu partout, ce serait très intéressant de l'étendre à des bassins de production d'eau, au département, même à la région, pour avoir une vision élargie. Et dans l'idéal, on aurait un document unique qui non seulement associerait cette évolution dans le temps, mais qui nous permettrait, et ça c'est des données qu'on dispose,
en connaissant les quantités d'eau mises en distribution dans le réseau public, d'avoir une vision aussi de l'évolution de la répartition mensuelle et des périodes de pointe. On a tout ça, l'objectif d'un observatoire, c'est d'agréger les choses. Autre point, les économies d'eau. Alors, d'abord, vous commentez le graphique de droite. Alors, c'est spécifique aux Côtes-d'Armor, ce n'est pas tout à fait pareil dans les autres départements. Là, on est sur l'eau prélevée dans le milieu naturel et non pas sur l'eau distribuée, hein, je distingue. Il y a environ la moitié de cette eau qui est liée au public, aux particuliers, hein, aux consommations. Il y a un bon quart qui va vers les éleveurs. Agricole, pour nous, c'est surtout éleveurs. Donc, mais dans ce quart, ce qui est marquant, c'est qu'il y a les 2/3 de cette partie agricole qui est sur forage privé. Donc, ce n'est pas du tout négligeable, on y reviendra. Les industriels, c'est 1/3 environ de la consommation. Et là, c'est l'inverse, proportion inverse. Il y a une grande partie des industriels qui sont plutôt raccordés sur le réseau public pour tout un tas de raisons sanitaires, réglementaires. Et on a dans les Côtes-d'Armor un tout petit peu d'irrigation, ça c'est très particulier, ce sont les séristes dans le Trégor qui ont leur propre forage. Donc, économie d'eau, il va falloir travailler sur tous les consommateurs. Et donc, on a bien sûr identifié 3 grandes séries de consommateurs, les industriels. Là, le volume potentiel, il apparaît important. On estime à 15-20% potentiel à travers la reuse en particulier. Globalement, quand on côtoie les industriels, ils sont volontaires et globalement, les techniques sont maîtrisées. Alors, où ça bloque? Eh bien, soyons clairs, ça bloque sur le réglementaire. Je vais prendre un seul exemple. Aujourd'hui, toute l'eau qui doit être de près ou de loin en lien avec la consommation humaine, même si vous lavez des carottes, eh bien, il faut que ce soit de l'eau potable. Et l'eau potable dans la réglementation, c'est l'eau qui vient du milieu naturel. Ce ne sont pas des caractéristiques techniques qui peuvent avoir une eau potable après la reuse, avant la reuse, pardon. Donc ça, c'est vraiment un frein à faire sauter. On a 1% de reuse en France, on a une dizaine de pourcents dans notre pays européen tout proche, l'Italie et l'Espagne, on est à 80% en Israël. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas beaucoup mieux. Tout en sachant aussi que la consommation industrielle agroalimentaire, elle est très variable dans le temps en fonction de l'évolution structurelle de l'élevage et de l'agriculture. Deuxième partie, la consommation agricole. Là, on est face à des tendances qui sont potentiellement contradictoires. D'abord, on va vers une baisse significative en cours du non d'élevage, peut-être un peu de regroupement, mais malgré tout, il y a pas mal d'arrêts d'élevage qui ne se traduisent pas par une reprise. D'un autre côté, on a un développement de la consommation lié aux évolutions technologiques. Quand vous avez un robot de traite, ça consomme plus qu'une traite classique. Et au bien-être animal, il y a de la brumisation, tout ça, c'est de la consommation d'eau. Ensuite, on a constaté un report pour des raisons sanitaires ou techniques vers le réseau public. C'est vrai qu'en termes de garantie par rapport à un forage privé, pas forcément idéalement exploité. Ceci étant, je souligne un point, la nécessité d'un appui aux éleveurs pour éviter les abandons de forage privé. Parce que, vous l'avez vu sur le graphique, c'est 2/3 des besoins des abonnés agricoles, éleveurs en particulier. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre la relève avec le réseau public, qui n'a pas été conçu pour de tels volumes. Enfin, dernière partie, c'est les domestiques. Voilà. Alors, les domestiques, on peut dire qu'on a un petit peu fait le tour des campagnes généralistes d'économie que vous voyez, hein, qui visent, voilà, vous faites, fermez bien vos robinets, faites attention, etc. Vous allez gagner tant de mètres cubes tous les ans, d'ailleurs avec des chiffres qui sont souvent très surévalués. Ça a joué son rôle, mais aujourd'hui, on a atteint les limites. Il y a 2 types d'actions qui peuvent permettre d'aller plus loin, des actions ciblées, bien sûr, en période de pointe et de sécheresse, parce que là, le consommateur se sent mobilisé. Et puis, sur le fond, ce qu'on imagine, nous, c'est d'aller, je dirais, au contact, c'est-à-dire de faire quelques tests. Ça s'est fait en zone urbaine, mais pas en zone rurale, avec un secteur où on aurait des abonnés, on irait à la fois les informer, les rencontrer, les motiver dans ce domaine-là, des sortes d'ambassadeurs de l'eau. On leur poserait des kits d'économie d'eau, principalement des mousseurs économiseurs, qui sont très efficaces, et si nécessaire un réducteur de pression individuelle, et on va suivre dans le temps cette consommation. Alors c'est quelque chose qu'on est en train de lancer, mais voilà, c'est probablement une des pistes que l'on pourrait poursuivre. Voilà, excusez-moi, c'est très court, mais le temps était court aussi, donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas.
Oui, effectivement, n'hésitez pas. Donc, Pauline, vous avez posé une question dans le chat, mais peut-être, oui, vous pouvez prendre la parole pour l'exprimer directement. Alors, deux, trois questions. C'est vraiment hyper intéressant. Est-ce qu'on pourra disposer des comptes rendus globaux d'études? La question, c'est sur quoi vous basez pour penser qu'il y aura peu d'évolution de la part des consommateurs individuels? Parce qu'on a vu sur les territoires comme au Bassin-Rhônais, on a vraiment vu des baisses de consommation quand on a des campagnes ambitieuses. Alors oui, il faut que ce soit ambitieux, il faut qu'il y ait les moyens financiers derrière. Toutes les collectivités ont pas ces moyens-là, donc c'est vrai que c'est sûr que c'est une vraie question. Et le reuse, c'est une solution intéressante, mais par contre, on a la problématique en Bretagne où c'est l'eau de nos stations d'épuration, souvent, qui assume en période d'étiage entre 30, voire des fois jusqu'à 80% du débit du cours d'eau. Donc, comment on va accompagner le reuse pour pas qu'il vienne impacter les rejets dans le milieu naturel et donc encore aggraver l'état de nos rivières en période d'étiage? Alors, merci. Sur l'étude, bien sûr, elle n'est pas encore définitive, mais elle sera bien sûr disponible. Elle a été financée par la région et l'agence, donc pas de souci. Sur les campagnes, c'était exactement ma dernière diapo. Je pense qu'effectivement, si on veut aller plus loin, il faut avoir des actions ciblées avec des campagnes précises. Et comme vous le dites, ça va demander des moyens. Mais si on veut vraiment pousser les économies d'eau, ce sera ça. En termes de reuse, je parlais des industries agroalimentaires en particulier. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas une station urbaine, c'est bien les stations des industriels. Et on va réutiliser 2 fois l'eau. Hein, donc finalement, cette eau, elle va aussi partir à la rivière. Hein. Donc il n'y a pas, dans ce cadre-là, c'est pas comme si on allait arroser un champ de maïs avec. Hein, c'est complètement différent. Donc il n'y a pas ce problème-là chez les industriels agroalimentaires. Ça diminue la quantité, bien évidemment, qui est prélevée au global, hein, mais on ne l'exporte pas ailleurs que dans la rivière où ça rejette. Merci, Joël. Peut-être, Monsieur Mochet? Oui, bonjour à toutes et tous. Christian Mochet, FRSEA Bretagne. Moi, j'ai une première question. C'était, vous avez à aucun moment évoqué le sujet des fuites dans le réseau. Alors moi, j'avais toujours compris que les réseaux vieillissaient et que entre ce qui part de la station de traitement et ce qui arrive dans les particuliers, il y avait un pourcentage de perte. Donc, quel est-il s'il y en a un? Et la deuxième remarque, c'était l'augmentation de la population. Alors, sur le 35, je vais peut-être être un peu plus précis. On sait qu'on s'oriente pour accueillir 10 000 habitants chaque année, donc c'est quand même des mètres cubes en plus. Donc, est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est dangereux par rapport à la quantité d'eau dont on disposera? Sur la deuxième partie, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'augmentation de la population, il faut partir un peu sur l'idée qu'on ne va pas avoir énormément de ressources supplémentaires. On en parlera tout à l'heure, il y en a, mais ça ne va pas révolutionner les choses. Donc, s'il y a augmentation de la population, il doit y avoir un effort simultané d'économie d'eau avec des campagnes ciblées, bien précises et le plus efficace possible. Et il doit y avoir des solutions. En ce qui concerne les fuites, en Bretagne, on a des réseaux qui sont d'un bon niveau. De qualité. On est plutôt autour de 85%. Alors, il y a un peu de tout là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des actions à mener pour les quelques collectivités ou les collectivités qui sont nettement en dessous de 80%. Maintenant, il faut savoir que alors, c'est bien que dans les médias, on vous parle de X piscines là, qui correspondent à tout ça, mais il faut rester aux choses un petit peu sérieuses. On n'aura jamais un réseau qui sera complètement étanche. C'est pas vrai. Et ce serait à des coûts d'ailleurs qui seraient complètement inabordables. Donc effectivement, il faut poursuivre cette politique de renouvellement progressif des réseaux, particulièrement dans les grandes collectivités, dans les centres-villes, on a des réseaux qui sont très anciens. Il faut mettre l'accent sur les collectivités qui sont très en retard sur le sujet, mais on ne va pas gagner énormément en Bretagne. Par contre, il y a un autre point qu'on n'évoque pas souvent, c'est le rendement des usines de traitement. Aujourd'hui, il y a encore 20 ans, on avait un rendement qui était de 90-92%. C'est-à-dire qu'il y avait 8% que l'eau prélevée qui n'était pas utilisée. Aujourd'hui, on peut atteindre 98-99%. Donc, même si on gagne que 5-6%, c'est majeur. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des efforts à faire en continu, mais il ne faut pas imaginer qu'en Bretagne, on va atteindre 95%. Ça n'existe pas. Un réseau non fuyard, ça n'existe pas, sauf au laboratoire.
Pardon, j'avais coupé mon micro. Merci. Moi, j'avais peut-être juste une petite dernière question. C'est en ce qui concerne les économies domestiques, on parle effectivement d'accueil de nouvelles populations qui risquent d'être importantes, donc de création de nouveaux logements. Est-ce que des réflexions peuvent être menées ou sont déjà menées au niveau de la construction avec l'utilisation d'équipements un petit peu innovants ou de la réutilisation de l'eau à l'échelle des habitations, des nouvelles habitations? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être envisagées ou qui le sont déjà? Alors, on est pour le moment dans l'expérimental. Donc, c'est peut-être des choses qui vont se développer à l'avenir. Ce sera difficile à généraliser parce que c'est ce que tu dis, Élodie. C'est à peu près gérable quand on fait quelque chose de neuf, mais on imagine que pour tous les anciens logements, ça va être compliqué. Mais s'il y a de l'expérience, et toute expérience est bonne pour limiter ou faire des économies d'eau compte tenu de l'augmentation de la population. C'est clair qu'en Bretagne, là où on a une vraie augmentation globale qui est liée aux domestiques, c'est l'Ille-et-Vilaine. Parce que toute la région de Rennes eh bien, se développe beaucoup plus qu'ailleurs. La conclusion est un peu différente que globalement ce que j'ai présenté en Ille-et-Vilaine, où l'aspect domestique remonte nettement plus. D'accord. Merci. On va peut-être prendre une dernière question, Pauline, et puis après on passera à la présentation d'Alexandre. Oui, désolée, je vais essayer d'être rapide. Pour connaître bien le secteur sur l'Ille-et-Vilaine, dans les augmentations de consommation, il n'y a pas d'augmentation qui a été constatée beaucoup du côté des individuels en 35 récemment, notamment pas sur le pays de Rennes. S'il y a des augmentations de consommation individuelle où on les connaît moins, pour moi, c'est sur les territoires extra-rennais, c'est-à-dire les pays de Vitré, pays de Saint-Malo ou pays de ces secteurs-là, où je connais moins bien les données, donc c'est peut-être là qu'il y aura des consommations individuelles, parce que ça me surprend que vous dites, moi je connais très bien les données du bassin rennais, il n'y a pas eu d'augmentation des particuliers. Par contre, on a eu une grosse augmentation des consommateurs industriels sur le pays de Vitré, et vraiment très importante. Donc, est-ce qu'on peut préciser les données, parce que je suis preneuse en fait de cette information. En fait, quand je disais non, je ne parlais pas de la consommation individuelle au sens de chaque abonné. Je dis que la consommation, elle augmente, elle est liée à l'augmentation du nombre d'abonnés et donc à la nouvelle population. Et il n'y a pas effectivement pas d'augmentation vraiment, enfin, au niveau de chaque abonné, c'est la courbe que c'est un peu ce qu'on a vu. Par contre, on a pu la baisse qu'on avait régulièrement depuis les années 2000. Et comme je le disais, alors il y a une forme de décohabitation puisque le nombre d'habitants par abonné diminue avec le vieillissement de la population. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi le fait que on a du matériel qui est plus hydroéconome. Le fait aussi que malgré tout, à force de parler de ces problèmes de l'eau, il y a 20 ans on en parlait très peu, les gens sont peut-être pour un peu plus attention. Il y avait bien une baisse très nette, régulière de la consommation par abonné, et on voit qu'on est à la fin de cette phase. Donc on est plutôt plat, voire en légère augmentation, mais on est plutôt stable, par abonné. Merci. Alexandre, je te propose de prendre la suite, du coup, pour présenter les autres actions de ce projet-là. D'accord, ouais, donc je vais vous présenter les autres axes. Donc, je vais plutôt insister sur les eaux souterraines. Comme je vous disais, je ne vais pas présenter tout ce qui a été fait. Donc, pour les eaux souterraines, on s'est intéressé au fonctionnement actuel et passé des ressources. Donc, l'idée, c'était de savoir comment la géologie peut contrôler nos ressources, quelles sont les dynamiques pluriannuelles, annuelles et pluriannuelles. Est-ce qu'on a une hétérogénéité des ressources à l'échelle de la région? Et est-ce que ça peut induire des risques variables sur le territoire? Est-ce qu'on va avoir la même vulnérabilité sur le territoire? Alors, un des premiers points, c'est sur le lien entre ressources et géologie. Donc, on avait essayé de relier les propriétés hydrauliques des aquifères à partir des 7 pompages, faire le lien avec la géologie. On a autour de 500 points à l'échelle de la région. Et on n'y arrivait pas trop. On n'avait pas beaucoup de liens. On n'arrivait pas à différencier les différentes géologies par cette méthode. Parce que dans toutes les géologies, on peut avoir des zones où on a des possibilités d'extraction. Et c'est souvent celles-là qui sont analysées et pour lesquelles on a des données. Donc, on s'est basé plus sur des données plus intégratives qui sont les écoulements de rivières, parce que les nappes contribuent énormément
même essentiellement au débit de base des cours d'eau. En été, l'eau qu'on a dans nos cours d'eau provient essentiellement de l'apport des rivières. Donc, on a regardé les relations entre géologie et contribution au débit d'étiage, donc à travers un indicateur qui vise à quantifier la proportion du flux dans une rivière qui provient des nappes souterraines. Et on a effectué ce travail. Donc, par exemple, pour vous situer, je pense que normalement, vous voyez ma souris. C'est la partie qui est sur cette courbe rouge si on regarde un hydrogramme pour une année. On a travaillé sur 80 bassins à l'échelle de la Bretagne qui sont représentés sur la carte sur la droite. Et on a calculé cet indicateur partout et on l'a reporté par rapport à la proportion de chacune des lithologies majeures. C'est ce que vous avez en dessous. Donc là, chaque barre représente un bassin qui est, sur la gauche, c'est plutôt des bassins où il y a peu de contribution des eaux souterraines au débit des rivières, et sur la droite, où il y en a le plus. Et on voit en fonction des couleurs, donc les verts, c'est plutôt les schistes, et les verts foncés, plutôt les schistes primaires. On voit que c'est des lithologies qui vont moins contribuer au débit d'étiage, et plus on a du granit, plus on va avoir une contribution importante. Donc, c'est quelque chose qui a été observé, mais absolument pas quantifié. Et on a continué à travailler là-dessus, notamment dans la thèse de Nicolas Cornette, qui est menée actuellement, enfin qui vient de finir, qui a été menée entre le BRGM et l'OSUR. Un autre point qu'on a regardé, c'est l'évolution spatiale et temporelle de la ressource. Chaque année, on a une période de recharge où les niveaux des nappes vont remonter et une période de décharge où ces niveaux vont baisser. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le premier graphique, on a des signaux qui sont annuels ou qui viennent se surimposer sur des cycles qui peuvent être pluriannuels. À l'échelle de la Bretagne, le niveau piézométrique sont suivis par 52 points qui sont gérés par le BRGM, c'est la carte qui est présentée sur la droite. Et donc, pour chacun de ces points, on a calculé les périodes moyennes de remontée et de descente. Sur la figure qui est en bas ici, chaque ligne représente la moyenne des remontées et descentes pour un piézomètre. Tout ça est normalisé pour pouvoir les comparer et donc, qui sont tracés pour une année d'octobre à septembre. Les couleurs représentent leur position géographique et on voit qu'on a au début, en octobre, énormément de courbes rouges, donc des courbes, des niveaux piézométriques qui vont remonter plus tôt dans l'année, mais qui vont essayer de décroître plus rapidement par la suite. À l'est de la région, c'est les courbes bleues, on voit qu'il y a un décalage temporel, donc c'est des aquifères qui vont mettre plus de temps à se recharger et qui vont par contre tenir un peu plus longtemps dans le temps. Le différent, c'est de quelques mois, mais c'est la saison et c'est aussi les périodes sur lesquelles on a des problèmes. Donc ça, c'est pas lié, ce schéma est pas lié à la répartition des pluies. Si on fait la même procédure avec les pluies, on n'observe pas du tout les mêmes tendances. Alors la question, on a du coup des aquifères qui vont avoir des dynamiques différentes. La question, c'est de savoir quel est l'impact sur la résilience aux sécheresses, à la fois des sécheresses intenses et des sécheresses multiples sur le long terme. Pour regarder ça, on a travaillé sur des tendances plus long terme en procédant à des analyses de tendances et à une normalisation du signal, afin de pouvoir comparer différentes variables entre elles. Je vous présente ici des exemples. Donc, sur la gauche, vous avez en noir les variations d'ETP, donc évapotranspiration potentielle. Donc, sur l'échelle, les données brutes en noir, on voit clairement l'échelle annuelle. Et si on calcule la tendance d'évolution en rouge dessous, on voit une augmentation continue de cette ETP. Donc, ça, c'est en accord avec les augmentations de température et les prévisions climatiques. Si on fait le même travail sur les précipitations, ce qui est présenté au milieu de l'écran, donc en noir, c'est toujours les données, et en rouge, les tendances, on voit qu'on n'a pas une tendance nette à la hausse ou à la baisse, mais des oscillations. La question est de savoir comment ces deux signaux, qui sont les entrées pour nos ressources en eau à l'échelle de la région, vont se propager. C'est ce qui est un peu représenté dans le graphique sur la droite. Donc, on a des anomalies de précipitations qui vont ensuite se transmettre au ruissellement, au sol
au débit des cours d'eau et aux eaux souterraines. La question est donc de savoir comment ces signaux un peu long terme vont se reporter à la fois sur les eaux superficielles et les eaux souterraines, et quelle est la propagation temporelle et spatiale de ces signaux. Si on fait la même chose sur des débits de cours d'eau, donc ici c'est l'Aulne à Châteauneuf-du-Fou, donc sur une chronique qui est de 1970 à 2020, donc qui permet bien de retracer l'historique des variations des ressources en eau à l'échelle de la région. Donc en partant du débit des cours d'eau, ce que vous avez en haut en noir, on calcule la tendance, on a donc le graphique qui est au milieu, on voit des oscillations où les points les plus bas correspondent aux sécheresses. Ici, vous avez la sécheresse de 1976 qui reste la plus intense. Il y a la sécheresse, la période 1989-90 qui est de la période sur laquelle on a eu le plus long déficit d'eau. Vous avez ici 2003, 2011, 2017. 2019 qui était assez peu marqué dans le Finistère, mais beaucoup plus en Ille-et-Vilaine. Donc ça permet de voir comment les sécheresses impactent nos ressources en eau par rapport au normal. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant sur les eaux souterraines qui vont être un tampon de ces signaux? C'est ce qui est représenté sur ce graphique. Donc, des données qui commencent en 2005 et jusqu'en 2021. 2005 parce que l'essentiel du réseau piézométrique en Bretagne a été mis en place à cette période, donc on a assez peu de données avant. Et on voit entre 2006 et 2012 que sur tout le territoire, on a des comportements à peu près identiques. Mais depuis 2011, on voit plus nettement, donc l'Est est toujours représenté en bleu comme tout à l'heure et l'Ouest en rouge. On commence à avoir des décalages temporels de certaines zones. On voit ici, après 2011, que l'Est du département a mis plus de temps à retrouver des niveaux conformes au normal de saison. Et dernièrement, en 2017, l'Est du département, de la région, a connu des sécheresses relativement plus intenses. Tout ça, c'est des relatifs par rapport au normal. Et on obtient un décalage. Donc, on va avoir, à l'échelle du territoire, un impact des sécheresses qui peut être différent. À l'ouest, on a tendance à avoir des aquifères qui ont assez peu d'inertie, donc qui vont se remplir et se vider relativement rapidement, tous les ans. Donc, ils peuvent être très sensibles à des sécheresses un peu longues, des périodes d'étiage un peu longues. À l'est, on a plus des aquifères un petit peu moins perméables en moyenne, qui vont avoir plus d'inertie, qui vont mettre plus de temps à se recharger, aussi à se vider, mais qui vont surtout avoir un effet mémoire. Et sur ces milieux, avec cet effet mémoire, la succession de sécheresses peut avoir un effet cumulatif. Donc, on ne va pas obligatoirement avoir la même réponse du milieu entre l'Est et l'Ouest à des sécheresses et des successions de sécheresses. C'est quelque chose qu'on peut voir, notamment suite à la sécheresse de 2022. Là, ce que je vous présente, c'est le bulletin de situation des nappes qui est édité par le BRGM en novembre 2022, donc une fois que les niveaux ont commencé à remonter. Et si on regarde sur cette carte, on voit que l'Ouest et le Sud, avec le Morbihan, ont des niveaux proches des normales en novembre, alors que l'Ille-et-Vilaine, à l'exception de ce point qui est vraiment un point très particulier, on est plus sur des niveaux autour de bas ou modérément bas. Donc, on voit qu'on a eu un décalage au niveau de la recharge et qu'en novembre 2022, si une partie de la région a déjà récupéré ses niveaux habituels, ces niveaux moyens, c'est plus compliqué pour l'Est. Donc, on n'a pas obligatoirement le même comportement et ça va avoir des impacts sur comment les sécheresses futures peuvent impacter les ressources. Donc, quelques points clés sur cette partie d'hydrogéologie. Donc, il y a eu pas mal d'autres choses de faites. Il y a eu d'autres choses de faites, mais je ne peux pas tout présenter. Donc, on montre l'hétérogénéité à l'échelle du territoire et que ça peut avoir des impacts sur la gestion de la ressource lors des sécheresses. On a
quantifier la dynamique des aquifères, ce qui n'était pas trop fait avant. Et on a aussi continué derrière, dans le cadre de la thèse de Nicolas Cornette, à quantifier les propriétés hydrodynamiques des aquifères grâce à ces éléments. Au niveau de la vulnérabilité du territoire, on n'a pas obligatoirement la même vulnérabilité partout. L'inertie différente des aquifères peut induire des comportements différents, notamment sur les répétitions de sécheresse. Et c'est ce que je vous montrais du coup avec l'expérience de 2022. Donc avec des comportements qui peuvent être différents, avec les prévisions climatiques qui amènent à avoir des sécheresses plus fréquentes et plus intenses, on va avoir besoin de faire des choix de gestion et des choix circonstanciés pour pouvoir gérer ces ressources qui évoluent. Donc, la question est de comment prioriser les choix de gestion et d'aménagement. Donc ça nous amène à l'axe 3 du projet, qui était la représentation entre les équilibres entre besoins et ressources en eau potable. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait en partie dans le projet Eau pour demain et aussi en partenariat avec le projet Interreg Water for Tomorrow, qui nous a permis de faire une modélisation de cet équilibre besoins-ressources. Alors, l'idée, c'était de développer des approches innovantes de planification participative pour pouvoir concevoir et tester des outils de gestion de l'eau, à la fois pour accroître la résilience face au changement climatique et pour aussi prévoir les évolutions démographiques. Dans le cas de bassins versants qui sont soumis à des stress. Donc, on a fait une approche par modélisation hydroéconomique sur le territoire du syndicat mixte de l'Aune. Le territoire du syndicat mixte de l'Aune, c'est ce qui est représenté là en gris sur cette carte. Les petits points représentent les ressources individuelles qui sont exploitées. Et donc, sur ce territoire, il y a 6 EPCI qui ont toutes leurs ressources individuelles qu'elles vont exploiter en priorité. Et si leurs ressources individuelles ne leur permettent pas de répondre aux besoins des populations, elles vont solliciter le syndicat mixte de l'Aune qui a des prélèvements dans l'Aune pour apporter le complément d'eau via des réseaux d'interconnexion. Donc le SMA a un rôle de sécurisation de la zone. Donc dans notre modèle, on a représenté explicitement l'ensemble des ressources, l'ensemble des infrastructures, toutes les stations de pompage, les stations de traitement, toutes les communes, comment elles sont desservies, les besoins. Et c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a mis en place avec les acteurs du territoire, de chacun de ces EPCI. Et avec eux, on a aussi défini des scénarios à simuler pour voir comment trouver des solutions à ces situations. Donc, on a fait des scénarios sur des demandes, l'augmentation de la demande, sur le climat, l'augmentation des sécheresses, la présence d'arrêts de certains captages pour des raisons de métabolites et des situations de crise comme une pollution, comme une casse sur le réseau. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ma diapositive est volontairement illisible. C'est juste pour vous représenter un peu ce qu'il y a. En fait, chaque petit point représente une ressource. Chaque petit carré un petit peu bleuté, une station de traitement. Et tout ce qui est blanc, une commune. Tous les traits sont des interconnexions. Et tout ça est pris en compte dans le modèle. Tout ça est regroupé dans le modèle. Donc, vous voyez que ça... Bon, c'est un petit peu compliqué, qu'il y a beaucoup de choses, mais surtout qu'il faut énormément de données pour monter ces choses-là. Et c'est ce que disait aussi Joël tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment besoin des données pour pouvoir avoir une bonne vision de la situation et pouvoir prévoir les évolutions. Donc, de manière plus simple, je vais juste vous montrer un exemple de ce qui a été fait plus pour présenter la démarche que les résultats en soi. Donc voilà un exemple d'une simulation. Donc on a simulé une sécheresse assez importante avec donc la ligne du haut, c'est avec la réserve de Brénilis qui a un volume de 5 millions de mètres cubes. Donc la réserve de Brénilis, c'est autrement ce qui s'appelle aussi la réserve Saint-Michel, qui est située à Brénilis, qui va alimenter qui va avoir des lâchers pour l'Aune pour maintenir le débit d'étiage et donc pouvoir maintenir aussi les prélèvements du SMA. Donc, sur une sécheresse assez intense, un peu plus intense que ce qui avait eu lieu en 2011,
on voit sur toutes les communes, donc quand c'est en rouge, c'est qu'on ne répond pas aux besoins des populations en eau. Quand c'est en vert, c'est qu'on arrive bien à répondre aux populations. Et donc, par chaque commune, on a fait un détail et on voit qu'avec une situation de sécheresse sans aucune nouvelle mesure et avec une réserve de Brennilis autour de 5,5 millions de mètres cubes, on ne va pas pouvoir fournir à l'échelle du territoire l'eau dont il a besoin. Après, il y a différents scénarios. Donc, si on augmente les rendements et qu'on diminue la demande de 5% en rajoutant certaines interconnexions, on peut, par les interconnexions localement, réduire le déficit, mais on ne répondra pas complètement à la question. Si on augmente un petit peu la résilience de certains sites de pompage, soit par de l'ajout de forage, soit par des stockages, on va encore améliorer la situation, mais pas totalement y répondre. Et si on couple tout ça, on n'y répondra pas non plus complètement, avec un volume qui est, par rapport aux capacités de la réserve, qui est relativement faible et qui est souvent observé. Donc, on voit que malgré toutes les mesures, on ne peut pas y répondre. D'un autre côté, même en augmentant le volume, si on ne fait que ça, on ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins de la région. On a besoin de rajouter soit des interconnexions, baisser les rendements, la demande et du stockage. Et au fur et à mesure, en couplant les solutions, on arrive à une situation sans déficit. Donc, ce que ça montre, c'est qu'on n'a pas une solution unique qui va régler tous les problèmes. On a besoin de faire appel à un ensemble. Oui. Excuse-moi. Juste, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par stockage? C'est sur des sites de pompage, notamment sur certains champs captants. Ils ont quelques petites réserves qui servent sur quelques jours, mais c'est des choses relativement limitées. Et donc, du coup, ce que je disais, oui. Donc, on a besoin d'un ensemble de solutions pour faire face à des situations de crise. Et donc, ça, des modèles comme ça peuvent aider à prioriser les choix à faire. Un des points peut être aussi la recherche de nouvelles ressources. Donc, on avait deux axes dans le projet. Un premier sur la réutilisation des eaux usées. Donc, ça, je ne l'aborderai pas, mais juste vous présenter un point sur l'utilisation des carrières. Donc, il y a quelques carrières qui existent, notamment dans le Finistère. C'est là qu'on a fait les recherches dans le cadre de ce projet. Donc, on a fait des études géologiques et hydrogéologiques sur les carrières. Ça nous a permis d'identifier 5 sites qui ont des intérêts qui peuvent être utilisés assez rapidement, 2 à court terme, ce qui peut représenter près de 5 millions de mètres cubes. Donc, ça va faire une ressource non négligeable supplémentaire, soit pour l'AEP, soit surtout pour aussi permettre le soutien d'étiage des cours d'eau. Et d'autres sites ont été identifiés qui pourraient arriver pour l'avenir. Donc, en conclusion pour le projet, sur la partie évolution des consommations, mais du coup, on en a déjà reparlé avant, donc il y avait des difficultés à prévoir l'évolution des consommations. On a une nécessité de disposer d'observateurs de l'eau, justement pour avoir ces informations et pouvoir les regrouper. Il y a une possibilité de faire encore des économies d'eau, ce qui semble plus accessible dans le secteur industriel, malgré les contraintes. Mais il y a des contraintes législatives. Et comme le disait Joël, il y a aussi le besoin de pouvoir maintenir des ressources privées, parce que des reports sur le réseau ne pourraient pas être complètement pris en charge dans des situations de sécheresse. Au niveau de l'évolution des ressources naturelles face aux variations climatiques, donc on a montré qu'il y avait une hétérogénéité à l'échelle du territoire, qui est effectivement de l'ordre de quelques mois, mais ce qui correspond aux durées sur lesquelles on peut avoir des problèmes, c'est l'échelle d'une saison, et que du coup, on ne va pas avoir obligatoirement le même comportement face à des sécheresses importantes ou des successions d'années sèches. Au niveau de l'équilibre besoins-ressources, il y a 2 points, donc la nécessité d'avoir des mesures multiples, et d'un autre côté, d'avoir aussi des outils qui permettent de faire les bons choix et de tester l'impact de certaines mesures. Au niveau de l'augmentation des ressources, donc je vais parler des possibilités de nouvelles ressources par des carrières, il peut y avoir aussi des forages, mais un point qui n'est pas à négliger, c'est aussi l'augmentation de la résilience des ressources existantes. Sur l'étude qu'on a faite sur le SMA, on s'est aperçu que près de 30% de l'eau
utilisé sur les SMA provient de puits assez peu profonds qui connaissent des baisses de près de 50% en moyenne pendant l'été. Donc, on a beaucoup moins de ressources et cette baisse est d'autant plus amplifiée en période de sécheresse. En rajoutant des forages sur ces champs captants, on ne va pas exploiter plus ou une nouvelle ressource, on peut exploiter la même ressource, l'exploiter plus longtemps et d'un autre côté, éviter d'avoir une tension importante sur le SMA et donc sur l'Aulne pour pour maintenir le débit d'étiage. Donc voilà pour le projet. Je voulais juste mettre un dernier slide par rapport aux discussions qu'on avait eues avec Élodie, de replacer ce projet dans l'ensemble des projets qui peuvent avoir lieu. Donc là, je l'ai fait pour le BRGM. Ce n'est pas l'ensemble des projets à l'échelle de la région, bien évidemment. Il y en a beaucoup d'autres, mais donc là, à l'échelle du BRGM, on a travaillé au début beaucoup sur la connaissance des aquifères, notamment avec le programme Silure entre 2001 et 2008. Là, c'était porté par Bruno Mougin, donc sur les concepts d'altération et de stock d'eau souterraine. On a ensuite fait le projet Anafor, donc là qui est plus sur savoir où implanter des forages pour avoir des débits conséquents. On est maintenant avec Eau pour demain et Water for Tomorrow plus dans une dynamique de gestion des ressources naturelles, mais aussi des ressources exploitées. Et on va aussi vers des visions prospectives, notamment avec le site Météo des Nappes, qui permet d'avoir des prévisions de niveau de nappe à l'échelle saisonnière. Et on travaille aussi avec, donc, comme je l'ai mentionné auparavant, sur la thèse de Nicolas Cornette, donc, qui est co-encadré entre l'OSUR avec Jean-Rénal de Drezy et moi-même pour le BRGM, donc sur les méthodes de prévision des étiages. Là, on va commencer le projet CID qui vise à rendre accessibles et opérationnels les résultats de cette thèse, et à une échelle un peu plus lointaine, projet qui n'a pas commencé et qui a juste été soumis, qui n'est pas encore accepté, travailler vraiment sur la mise en place d'un outil à l'échelle nationale pour les aquifères de socle, donc pour l'ensemble du massif armoricain, le massif central, les Vosges par exemple, un outil de prévision d'évolution des débits. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait entre le BRGM, l'OSUR, l'IRISA, l'INRAE et l'Université de Nice pour avoir vraiment une vision prospective. Voilà, je vous remercie. Et puis, maintenant, s'il y a des questions. Il va y avoir des questions. Merci beaucoup, Alexandre. Pauline, puisque tu as levé la main, je t'en prie. Merci. J'ai oublié de présenter tout à l'heure Pauline Pinabert de Eau et Rivières de Bretagne. Merci à vos deux présentations extrêmement intéressantes. J'avais une question dans vos études prospectives. Est-ce que vous avez pris en compte l'objectif de ralentir le cycle de l'eau, parce qu'on l'a vu ces 50 dernières années, on a accéléré le cycle de l'eau, et l'objectif de bien remaintenir l'eau dans le sol, plutôt que justement aller investir dans le stockage qui, on sait, a aussi des conséquences négatives. Et dans le cas du changement climatique, ces conséquences négatives sont d'autant plus importantes. Donc, comment est-ce que vous avez pu, justement, dans votre étude, prendre aussi en compte l'objectif de ralentir le cycle de l'eau? Merci. Alors, ça, on ne l'a pas pris en compte dans cette étude-là. Dans cette étude-là, on ne modélise pas explicitement le milieu. Donc, on ne peut pas le prendre en compte. C'est effectivement une des actions à mener pour ralentir et maintenir et augmenter la résilience des ressources. Là, l'objectif était plus de développer un modèle qui prend en compte la variabilité des ressources existantes, mais qui est plus axé pour la gestion du réseau d'eau potable. À savoir, il y a donc toutes ces interconnexions, beaucoup d'exploitants différents qui n'ont pas obligatoirement accès aux informations des autres autour. Et donc, c'est comment gérer ce réseau. Donc, on ne prend pas en compte dans ce genre de modèle cet aspect de ralentir le cycle de l'eau. Ça, on peut le faire sur des modèles physiques. Le point, c'est aussi qu'on n'a pas travaillé réellement complètement sur des scénarios prospectifs. On a regardé la situation actuelle, on a amplifié sur les scénarios prospectifs sont basés sur des augmentations de demande, sur des augmentations de sécheresse. On n'a pas fait tourner des scénarios climatiques long terme, ce n'était pas l'objet. On a testé des situations et on a testé la capacité du réseau à tenir face à ces situations. Donc là, c'était plus
c'était pas le même genre, on va dire, d'exercice. On n'a pas actuellement complètement les données ou les possibilités pour modéliser à une échelle comme celle-ci le ralentissement du cycle de l'eau. On peut le faire à des échelles locales, ça on sait faire, mais sur des échelles comme celle-ci, dans un contexte d'aquifère de socle, on va avoir des données trop disparates pour pouvoir avoir des modèles facilement pertinents. Et donc, du coup, ce n'était pas obligatoirement les objectifs sur cet aspect. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Oui, Monsieur Mochet. Et ensuite Jean-Baptiste, dont je ne connais pas le nom de famille, du coup. Donc, Monsieur Mochet, FRSE à nouveau. Moi, je regrette un petit peu, ou alors j'ai peut-être pas tout compris, mais dans l'importance de la nappe souterraine qui alimente, qui peut alimenter en partie les rivières. Il y a une opportunité qui s'offre à nous et je pense qu'on n'aura pas le choix que d'y aller, c'est de stocker cette eau-là. Alors certains, comme la personne précédente, parlent de stocker dans le sol, sauf que là, on vit encore un hiver dans le 35 où malheureusement les nappes ne se sont pas rechargées parce qu'on n'a eu que 150 mm, nous, pour ce qui est de chez nous, novembre et décembre. Donc, il n'y aura pas d'eau dans le sol. Donc, par contre, si l'excès d'eau qui est tombé temporairement, on le stockait dans une réserve, alors pas forcément pour l'eau potable, hein, je suis d'accord, mais encore que j'ai vu que dans le Finistère, il y en avait de fait pour ça. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire ça parce qu'il n'y a pas de mystère. L'eau va manquer et de pouvoir la stocker et en la protégeant de l'évapotranspiration, on aurait matière à avoir de l'eau pour passer l'été, quoi. Alors, je ne sais pas ce que M. Boisson peut penser de ça. Donc, je ne vais pas partir sur complètement sur le stockage. Donc, l'eau dans le sol, c'est sûrement le meilleur moyen de la stocker. Pour multiples raisons, c'est qu'on a besoin d'eau pour nos activités, on a aussi besoin d'eau pour les milieux. Si on l'extrait et qu'on la stocke dans des bâches, par exemple, on va dire, on la rend inaccessible pour le milieu. Quand elle est dans le sol, dans une nappe, on n'a pas d'évaporation. On a effectivement des écoulements, mais qui sont bons pour le milieu, qui sont nécessaires. Et on a aussi le fait de surexploiter. On n'a pas trop le cas en Bretagne de surexploitation directe de nappes sur le long terme, parce que comme je vous montrais tout à l'heure, on a des aquifères qui vont se remplir année après année, mais ce n'est pas obligatoirement vrai complètement pour l'île-et-Vilaine. Et si on fait baisser trop les niveaux, sur le long terme, on va avoir d'autant plus de mal à les remplir par la suite. Donc, on peut avoir des impacts importants pour les milieux si on fait baisser aussi ces niveaux. Donc, le choix et les choix qui doivent être faits sur la répartition des usages de l'eau voilà, il y aura des choix effectivement à faire. Ça, c'est pas moi qui vais les faire et c'est pas à moi d'en juger. Moi, je rapporte comment le milieu se comporte face aux précipitations, à la recharge, à ces choses-là. Mais effectivement, les usages de l'eau, si on a des périodes de sécheresse, il y a des contraintes à avoir et savoir sur qui elles porteront les comptes. Merci Alexandre. Monsieur Giraudot? Oui, alors c'était en lien également avec les usages et l'élevage. Donc, si j'ai bien compris, c'est une grande partie de la consommation. J'aurais aimé voir peut-être un scénario où l'élevage suit en fait les recommandations pour les accords de Paris, c'est-à-dire qu'on on a une nécessité de réduire grandement l'élevage et en quoi donc suivre les accords de Paris permettrait de réduire notre consommation d'eau ou pas. Voilà, c'était ma question. Pour Joël, oui. Oui, moi je ne vais pas répondre directement parce que
Les accords de Paris, ils sont loin, je dirais. Ils sont à Paris. Et je veux rester pragmatique et regarder ce qui se passe sur nos territoires. Et ce qui se passe sur nos territoires, c'est avant tout lié comme je disais, à des éléments qui sont contradictoires pour les élevages. Il y a une baisse des élevages, mais d'un autre côté, ça commence à se sentir ça pose des problèmes au niveau des industries agroalimentaires. Il y a tout un ensemble. Donc, on ne peut pas dire, allez, tiens, j'ai un accord de Paris, donc je vais réduire. Ça marche pas comme ça à la vraie vie, quoi. Donc, je pense pas qu'on puisse travailler comme ça là-dessus. N'empêche que il y a un certain nombre d'actions qui sont à mener, là aussi, dans les élevages, pour économiser l'eau. Il y a de l'eau de pluie qui tombe qui peuvent être un peu stockées et utilisées à la place de forage ou de l'eau potable. Il y a des tas d'actions pour économiser l'eau dans les élevages. Alors, tout le problème, c'est que là, on a une multitude d'acteurs. Et donc, autant quand on a une collectivité qui pilote sa politique de l'eau, c'est relativement facile. Avec les éleveurs, c'est plus compliqué. Il va falloir aller à travers leurs instances et à travers des campagnes précises et je dirais aller au contact là aussi pour porter la bonne parole, aller vers des économies d'eau, comme on le fait pour les autres acteurs. Ça va être indispensable, effectivement. Merci Joël. Écoutez, il n'y a pas forcément d'autres questions dans le chat et je ne vais pas vous inciter à en poser d'autres parce qu'on arrive au bout de notre horaire. Je suis désolée si j'en frustre quelques-uns. Je vous rappelle juste, donc merci beaucoup Joël pour votre intervention et Alexandre aussi. Je vous rappelle juste que ce webinaire sera disponible en replay avec l'ensemble des ressources peuvent également venir apporter de l'eau au moulin de tout ce dont on vient de parler aujourd'hui. Les prochains rendez-vous, donc on a un webinaire qui est programmé le 3 mars sur la question notamment du stockage de l'eau comme réponse à l'adaptation au changement climatique. Donc ça va sans doute intéresser certains d'entre vous ou des questions qui ont été posées. Que dire d'autre? Eh bien, merci encore pour votre participation. Et puis je vous souhaite donc à tous une très bonne fin de journée.